Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Gilbert Omeyer Derby, étude réunie par Christina Viano, Corps et âme, sur le De Anima d'Aristote. Pour Valérie, ce mot d'âme ne chante plus qu'il ne signifie. Âme dérive du latin anima qui signifie le souffle qui anime l'être animé et en fait un vivant et non un être inerte. Aristote, en étudiant l'âme, étudie la vie. L'âme humaine se haussera jusqu'à la mémoire et à la pensée. Originalité d'Aristote qui s'inscrit dans le champ de l'étude de la nature. Les affections de l'âme sont données avec un corps et ressortent du physicien. Pour Empédocle, l'âme était de même nature que les éléments. Aristote rompt avec toute conception désincarnée. L'âme n'est ni forme pure, ni matière pure. Si l'âme se divise, elle sera conditionnée et subordonnée à la matière. L'infini est incompatible avec l'existence d'un principe et la possibilité de le connaître. Aristote établit que l'unité de l'âme suppose à ce que le désir soit une faculté séparée de l'âme. La question se pose si chaque faculté prise séparément appartient à la totalité de l'âme. Se présente la tentation de l'infini non plus dans le nombre des facultés mais dans celui des principes. L'âme entière, principe de vie, est présente en chaque segment vivant et ce qu'il indique, c'est leur capacité à se mouvoir et à sentir. L'observation montre que les segments conservent des activités vitales. L'âme est substance et forme, le corps est puissance et matière, l'âme est entéléchie, car la substance est acte. Comme substance, l'âme détermine ce qu'est le corps, et comme acte, elle réalise en lui cette détermination. L'unité réside principalement dans l'acte. Vision de l'âme comme acte premier, source d'unité. Dans l'acte se trouve impliquée la vie. La mort est absence de l'âme, l'âme étant le principe de toutes les fonctions vitales. Qualification de l'âme comme cause explique que l'acte est l'acte de l'âme. La nature aristotélicienne est généreuse, elle n'est pas bornée aux exigences de la fin et ne réside pas seulement à la reproduction de l'acte premier, mais en sa perfection. Dégager le sens des attitudes subsumées sous les dénominations populaires véhiculées jusque dans le découpage et l'articulation sémantique, expérience spontanée que font les hommes de leur être avec autrui. Le postulat méthodologique de ces analyses est que la compréhension du sens est la condition nécessaire et suffisante pour produire les motivations, dont ce sens est le reflet. Le trait de génie d'Aristote est d'avoir découvert que le logos est le médium de la compréhension des attitudes, que de leur production ou de leur reproduction intentionnelle. Aristote insiste sur la nécessité de résoudre les objections comme condition de la démonstration. Empédocle dit que l'âme est faite de tous les éléments et réciproquement que chacun des éléments est âme. Diogène identifie l'âme à l'air car il pense que c'est l'élément le plus subtil et principe. Aristote fait converger la doctrine atomistique de l'âme de Démocrite avec la doctrine de l'âme nombre comme pluralité d'unités en reconduisant les atomes aux unités. Platon fait procéder l'âme des éléments, estimant que le semblable se connaît par le semblable et que les choses procèdent des principes. Le vivant devra envelopper en lui tous les vivants. Dans la répartition des sens, le goût est une sorte de tout. Le sens du contact et celui de la distance ont pour objet finalité la sauvegarde de l'animal. Le goût est perçu de près et la vue, l'ouïe, l'odorat de loin. La lumière est l'état même de transparence en acte.
Le souffle se trouve présent quasiment au plus bas de l'échelle de l'animalité pour refroidir la chaleur même de la vie et au plus haut pour permettre l'incarnation de la pensée. Ceux qui sont plus évolués ont en partage davantage de chaleur. La parole pour Aristote n'est pas un instrument de communication du secret de notre âme, mais un lien où se manifeste l'être, un lieu où se manifeste l'être. Le signifié vient de la rencontre de ce que quelque chose, forme intelligible ou contenu sensible, qu'il signifie. Heidegger y accorde une importance décisive. Exister veut dire amener ce qui règne à la parole. Ce qui est amené à la parole, c'est le règne de l'étang qui règne, son ordre, son statut, la loi de l'étang lui-même. L'âme est homéomère, comme un tissu, non comme un organe. Jean-Louis Chrétien souligne que la finesse du toucher humain correspond à l'intelligence propre à l'homme, comme les lèvres. La finesse a comme horizon le discernement de l'esprit. Absolu perceptif pour Romeyer, D'Herbe, Aristote, rendant la chose propriétaire de ses qualités, cœur de sa sémantique. C'est au sommet de la vie psychique, dans cet élément divin qui brille en nous, que se trouve la condition transcendantale de la pensée. La tradition de l'école péripatéticienne indique la fragilité de la parole, le langage étant une espèce de voix, semble être facile à détruire et très difficile à conduire à sa perfection. La source de l'erreur dans la perception. Aristote analyse les différents degrés d'erreur qui se produisent dans l'apparence ou l'imagination liée à la perception des différents types de sensibles. L'apparence en tant que résultat de la perception peut être à la fois vraie et fausse. Les animaux possèdent la perception car la nature ne fait rien en vain. Cela nous assure la survie, procédure sous la forme dialectique qu'Aristote appelle péirastique. Une procédure dont le but est de déterminer un terrain d'entente pour ceux qui ne sont pas d'accord sur les principes et d'arriver à résoudre les disputes par des arguments qui partent de ce terrain d'entente. Un paradigme familier de cette procédure se trouve en métaphysique où ceux qui soutiennent que les contradictions peuvent être vraies argument d'un sceptique étayant cette prémisse. Contestation sceptique de la fiabilité de la perception. On ne peut répondre car les preuves scientifiques n'offrent pas de terrain d'entente commun à nous et aux sceptiques. Conception aristotélicienne de l'art. Construire de belles œuvres. Contempler et reconstruire du regard de la séduction. Se construire artiste, c'est faire un de plusieurs. L'assemblage des actions accomplies est la plus importante des parties, car la tragédie imite non pas les hommes, mais une action et la vie, le bonheur et l'infortune. Apprendre et admirer sont agréables. Il n'y a pas de possibilité de franchir le fossé entre intelligible et sensible, sans faire intervenir la représentation et l'image admirable, conquête de la réflexion philosophique. L'imagination se distingue de la sensation comme de la pensée. Anaxagore avait soutenu qu'il y a seulement un intellectuel, l'intellect divin. Ce n'est pas une capacité que Dieu pourrait exercer ou non, c'est un acte. Aristote n'est pas un intentionniste, car il ne conçoit pas l'intellection des indivisibles comme une intuition immédiate. Aristote considère les causes parmi celles qui n'ont pas de contraire. Il y a deux espèces d'intellect, celui qui pense l'essence d'une chose et celui qui pense quelque chose de quelque chose, un attribut d'un sujet. Aristote ne cesse de clamer que l'unité de l'universel n'est pas l'unité de l'idée séparée. Antica parlera de la fascination qu'exerce sur Platon l'idée de la connaissance comme perception et ajoute que cette fascination du sensible appartient à la tradition platonico-aristotélicienne. Préoccupé par l'assimilation de la connaissance à la sensation,
et à ce qui est permanent et immobile. Rôle de l'imagination dans la philosophie aristotélicienne de l'action. Les images tiennent lieu de sensation pour la pensée délibérative de l'âme. Hume dit que la raison est totalement inactive, mais elle peut susciter une passion en nous informant de l'existence d'une chose qui est l'objet de cette passion ou nous informe d'un rapport de causalité nous permettant d'assouvir cette passion. La raison n'est que l'esclavage des passions. L'âme, pour Aristote, est la vie, saisie dans son immanence au corps où elle s'incarne. Les différentes puissances de l'âme vont de la sensation à l'intellect, en passant par l'imagination et la motricité. Plotin cite Aristote d'une manière relativement inexacte, selon Pirado. Les écrivains antiques, lorsqu'ils rapportent la doctrine de tel ou tel philosophe, ne réexposent pas à leur manière à la place de ce philosophe le contenu de sa pensée, comme nous le faisons de nos jours, mais ils citent des formules de l'auteur qu'ils considèrent comme littérales, mais qui sont presque toujours isolées de leur contexte. Ils les reproduisent, soit pour les tirer dans le sens de la démonstration qu'ils sont en train de faire, soit au contraire pour les réfuter en déduisant des conséquences totalement étrangères à l'intention de l'auteur. Plotin utilise quelques morceaux de phrases d'Aristote pour étayer sa démonstration en les séparant totalement de leur contexte. Dans De Anima, Aristote affirme que le savoir, quand il se rapporte à des objets séparés de la matière, est identique à l'objet du savoir. Il se représente ainsi l'intellect comme une réalité, une forme, qui a propriété de devenir d'autres formes, d'autres essences. Cela est possible que si l'intellect est lui-même immatériel. Il n'y a donc d'intellection que des réalités séparées de la matière. La forme immatérielle pensante est identique à la forme immatérielle pensée. Ce savoir qui est identique à son objet, c'est le savoir en acte, en exercice effectivement exercé par opposition au savoir qui n'est qu'un habitus. Aristote affirme que l'intellect divin se pense lui-même. Sa pensée est pensée de la pensée. Dans toute science, qu'elle soit productive ou théorétique, l'objet de la pensée est identique à l'acte de pensée. Identité orientée qui donne à l'étant une priorité conceptuelle sur l'intellect. Ceci correspondant au schéma plotinien de la genèse de l'intellect à partir de l'un. Phase 1. Un rayonnement indistinct se produit à la suite de l'un. Altérité, vie indéfinie, état de puissance qui n'est pas encore l'intellect. Phase 2. Phase deuxième, cette indétermination, sous l'attraction de l'un, se retourne vers celui-ci et se délimite. C'est le début de la genèse des formes. Phase 3. Le mouvement s'achève par la réalisation de la totalité des formes et par la constitution de l'esprit qui prend conscience du fait qu'il est identique à la totalité des formes. Ce qui émane de l'un devient intelligible et intellect. Théorie des idées comme pensée de Dieu, développée par le platonicien Aléinos au IIe siècle dans Didascalikos. L'intellect divin doit toujours se penser lui-même et son activité, c'est l'idée. Les idées sont les actes de pensée éternels et parfaits de Dieu. Pour Plotin, la pensée ne peut précéder l'être, mais ce sont l'être et la forme qui précèdent la pensée, car ils sont la trace de l'un. Sous la direction de Gilbert Romeyer Derby, études réunies par Christina Viano, Corps et âme sur le De Anima d'Aristote. Merci.